L'Europe n'a jamais rien été d'autre qu'une succursale américaine en grande partie. Elle reste une succursale, c'est-à-dire qu'elle est un accessoire, une place de plus, une place à côté, mais finalement elle regarde le match se dérouler sans elle. Et le grand conflit, c'est les États-Unis et la Chine. Qu'entre les deux, désormais, le duel commence, qu'entre deux, l'Europe essaie d'exister et n'y arrive pas. La légende noire, pour moi, c'est la vérité en fait, de la construction européenne, c'est que l'Europe, largement derrière ces jolies formules, c'est la construction d'un monde verrouillé, cadenassé par des petits hommes gris, des anonymes, qui sont en fait une technocratie. Les présidentielles, c'est dans un an, à peu de choses près. Tout le monde va sortir du bois, tous. Ils vont nous dire, il faut un référendum sur l'immigration, sur l'agriculture, sur n'importe quoi en fait. En disant, c'est merveilleux, on va, le mot est à la mode, renverser la table. Mais le problème, c'est que celui qui veut renverser la table, il va devoir affronter la Cour de cassation, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour européenne des droits de l'homme et tout le reste. Ça s'appelle l'état de droit. Bonjour Ghislain Benessa. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour NTD L'Actu et Epoch Times. Donc vous êtes avocat, docteur en droit et vous avez écrit Nous vrais maîtres, histoire secrète des hommes qui vendent la France à l'UE, paru en janvier aux éditions L'Artilleur. Et donc un ouvrage dans lequel vous détaillez notamment l'historique de la construction de l'Union européenne en expliquant comment elle a été créée pour dominer en partie donc, les pays européens, dont bien sûr la France. Avant d'en discuter, qu'est-ce que vous pensez de la séquence qu'on vit actuellement avec la guerre en Iran? On a l'impression que l'Europe, depuis l'élection de Donald Trump il y a un an, on a l'impression que l'Europe n'agit plus et reste spectatrice de sa propre histoire. Alors en fait, d'une part, je trouve que la séquence, comme vous dites, actuelle révèle surtout, je trouve, les dissensions entre les pays européens. C'est-à-dire que l'Espagne ne pense pas la même chose que la France, qui elle-même essaie d'avoir sa propre politique et qui elle-même a du mal à bouger avec les autres. Donc ça révèle quand même que chacun a ses intérêts et chacun sa perception des éléments. C'est vieux comme le monde, ça s'appelle les nations, on l'a un peu oublié, mais c'est comme ça. Et d'autre part, évidemment, l'Europe est prise entre pas mal de feux et elle est surtout effectivement spectatrice parce que il faut le dire, on l'a vécu sur l'Ukraine en partie, on le voit sur l'Iran aujourd'hui. Les États-Unis dominent quand même en tout cas, décident des éléments. On ne peut pas dire qu'ils contactent qui que ce soit pour le faire. D'ailleurs, on a bien compris que pour l'Iran, on a été tenu à l'écart et après on essaie de raccrocher les wagons et qu'en fait ça révèle la passivité de l'Europe. Maintenant, vous savez, pour faire le lien entre l'histoire, l'actualité, le présent et peut-être l'avenir, ce que je constate quand même, c'est que vu que l'Europe n'a jamais rien été d'autre qu'une succursale américaine en grande partie, elle reste une succursale, c'est-à-dire qu'elle est un accessoire, une place de plus, une place à côté, mais finalement elle regarde le match se dérouler sans elle, et quelque part elle a toujours regardé un peu le match de loin. Au fond, l'Iran ou la question iranienne aujourd'hui, c'est la répétition du fait que l'Europe est une spectatrice d'une histoire qui se déroule un peu sans elle, depuis un bout de temps. Dans quelle disposition est-elle la vassale des États-Unis, comme vous dites, dans la mesure où on a du mal à lire les intentions de Donald Trump et finalement on a l'impression qu'elle est mise au banc, ou en tout cas les chefs d'État européens sont mis au banc en ce moment par Donald Trump. Et on voit bien qu'il n'y a pas vraiment de consignes. Si elle était la vassale, j'imagine qu'il y aurait eu des consignes. Alors, vous savez, consignes explicites ou implicites, j'allais dire, quand vous êtes vassal, vous êtes soumis. Alors après, la soumission, elle prend diverses formes. Je trouve que la photo qui était la plus éclairante, par-delà la question iranienne, mais la question éclairante, la photo éclairante, l'illustration parfaite, c'est lorsque Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron et les autres étaient assis comme des élèves face au maître d'école, face à Donald Trump. Il y a maintenant un bout de temps, l'année dernière je crois. Mais il y avait cette idée que l'Europe attendait les instructions du maître de Washington et qu'en fait on avait besoin d'accourir chez lui pour attendre de savoir comment allait se dérouler la guerre en Ukraine, qu'est-ce qu'il entendait faire, quel était le rythme à donner aux opérations. Il y avait quand même l'idée qui a été toujours le même, je trouve toujours la même depuis très longtemps, c'est que l'Europe agit dans un second temps et elle attend les instructions d'en haut. Alors évidemment, ce que tente de faire l'Union européenne, depuis quelques années maintenant, c'est de faire croire qu'elle a son autonomie. Je prends un exemple, c'était les droits de douane, où là encore, Ursula von der Leyen, c'était la présidente de la Commission, s'était enorgueillie d'avoir trouvé un accord avec Donald Trump,
alors qu'on avait pris, tout le monde avait compris le poteau rose l'an dernier, qui était que l'Europe, soi-disant, tentait le coup de force avec les États-Unis, alors qu'en fait, l'accord était totalement, disharmonieux, pour ne pas dire franchement léonin. Des fois, on dit ça, un contrat léonin lorsqu'il est très mauvais pour l'une des parties. Et en l'occurrence, l'Europe s'était engagée à notamment acheter du gaz de schiste aux États-Unis, en contrepartie, semble-t-il, d'une discussion sur les droits de douane qui était quand même assassin pour nous et bon pour les États-Unis. Il y avait quand même cette impression éternelle que l'Europe n'arrive pas à faire grand-chose face aux États-Unis, que l'Union européenne plie toujours et qu'en fait, on reste à l'écart d'un monde qui se passe sans nous. Et je vais vous dire, si on prend du champ aujourd'hui, alors on verra de quoi l'avenir va être fait, mais il y a quand même l'idée que le grand conflit, c'est les États-Unis et la Chine, qu'entre les deux, désormais, le duel commence, qu'entre deux, l'Europe essaie d'exister et n'y arrive pas. La Russie également est un pôle d'attraction maintenant et un pôle puissant, qu'on le veuille ou non. La guerre en Ukraine ne risque pas franchement de se terminer en faveur de l'Ukraine. Maintenant, tout le monde l'a compris, à part les forcenés ou les aveugles. Donc ça signifie que l'Europe est au milieu d'une guerre qui se joue un peu sans elle. Elle essaye d'exister, mais elle en a beaucoup, beaucoup de mal. Elle est mise au banc de l'histoire de la civilisation, en ce moment, on peut dire ça comme ça. Vous savez, j'en parle dans le bouquin de façon à la fois historique et actuelle. Je pense que l'erreur de l'Europe, c'était, pour moi, ça me semble évident, et c'est fou qu'on en soit encore à se poser ce genre de questions, mais l'Union européenne, était certaine que la fin de l'histoire était advenue avec la chute du mur de Berlin, que la démocratie libérale avait vaincu, et en fait, elle s'est autoproclamée grande gestionnaire de la paix en Europe, alors qu'en fait, la guerre revient, que la guerre économique fait rage, que la guerre pour les ressources désormais est la guerre de demain, que l'économie en réalité n'est rien que de l'énergie modifiée, et que donc il faut de l'énergie pour avoir une économie qui fonctionne, et qu'en fait on est asséché avec la guerre en Ukraine, qu'on est asséché vis-à-vis numériquement également, on est dépendant de l'extérieur, et qu'en fait encore une fois on est captif d'une histoire qui se déroule sans nous. Donc la vassalisation, comme vous dites, ou la féodalisation de l'Europe par les États-Unis, ça fait partie des deux facteurs très importants qui sont présents dès la construction de l'Union européenne, ce sont des aspects qui ont été recherchés par les pères fondateurs de l'Union européenne. L'autre aspect, c'est la recherche d'un fédéralisme européen. Donc, dans votre livre, vous expliquez bien comment ce sont été les principes directeurs finalement de la création de l'Europe. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu dessus ? L'erreur est souvent de croire que le fédéralisme européen serait une hypothèse. Donc aujourd'hui, certains le veulent, d'autres ne le veulent pas. Emmanuel Macron est un fédéraliste européen, même s'il ne prend pas le mot fédéralisme, en tout cas pas toutes les 5 minutes, mais il parle de souveraineté européenne, ce qui cache, à mon sens, en réalité, qui est le mot un peu joli, un peu merveilleux, un peu lyrique, qui masque à peine le rêve de fédéralisme européen. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fédéralisme, il est dans l'ontologie, j'ai envie de dire, pour employer un mot un peu savant, mais il est à l'origine de l'Union européenne et de la construction européenne, dans la mesure où, dès le départ, notamment par le droit, c'est toute l'histoire que je raconte, on a tenté de fonder, on n'a pas tenté, ils ont fondé, disons-le, parce que je m'exclus de l'équation du « on », ils ont tenté de mettre en place un fédéralisme européen qui s'est inscrit dans l'ADN, dans les premiers traités, dans les premiers textes, dans la structure même de ce qu'on a mis en place. Ça signifie que lorsque Jean Monnet, dans son bureau, a jeté les bases de la construction européenne, avec l'aide des États-Unis, qu'il a mis en place une sorte de comité de pilotage, en quelque sorte, pour là encore prendre des mots à la mode, c'est Emmanuel Macron qui parle de comité de pilotage sur la dissuasion nucléaire, mais il avait une sorte de comité de pilotage pour mettre en place la construction européenne. Il a confié les clés du camion en droit à des juristes, à des stratèges, et ces stratèges ont d'emblée conçu l'articulation juridique de l'Union européenne, la construction européenne, sur le modèle voulu par Jean Monnet. Et en fait, Jean Monnet n'a jamais rien voulu d'autre qu'une sorte de fédéralisme, un fédéralisme d'ailleurs sans Parlement européen, un fédéralisme très technocratique, presque exclusivement technocratique, et il a mis en place, grâce à ses stratèges, ou plutôt ces stratèges ont mis en place, dans la lignée du maître de Jean Monnet, ils ont mis en place une structure fédérale sur un droit qui a une nature fédérale, une cour de justice qui a une nature fédérale, et tous ces hommes qui se succèdent de 1950 à 2025 sont des hommes dont l'objectif a été de forger une structure qui a comme finalité l'État fédéral européen, comme finalité le fédéralisme. Toute autre route, toute autre hypothèse, toute autre trajectoire que le fédéralisme ne correspond pas à l'ADN du projet européen et à la façon même dont il a été conçu.
Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'autre choix. Si vous êtes un européiste, un réel, je veux dire quelqu'un qui considère que l'Union européenne doit continuer, qu'elle doit continuer comme elle l'est. Si vous êtes un adorateur de Jean Monnet ou aujourd'hui d'Emmanuel Macron, vous ne pouvez en réalité que vous mettre derrière le drapeau fédéral. C'est le drapeau initial, c'est le code source et il s'est déployé de 1950 à 2025. C'est ce que je démontre en travaillant tous les hommes qui ont mis en place les verrous pour acter, pour cadenasser le fédéralisme qui s'est aventuré un peu plus loin à chaque décennie depuis le départ. L'un des éléments qui frappe à la lecture de votre livre, donc, c'est cette présence de la capacité de la loi et de la décision de justice, qui est donc la base de la structure. En fait, ce qui fait l'Union européenne, c'est le pouvoir des juges, cette capacité à arbitrer les décisions que prennent les États. Comment ce pouvoir s'est-il construit? Parce qu'au départ, vous épeignez donc quelques hommes qui se réunissent dans des jardins publics et qu'on a du mal à prendre au sérieux dans les différents États. Oui, alors, vous savez, en fait, la construction européenne, il faut bien le comprendre, c'est une révolution, au sens originel du terme, c'est-à-dire qu'on veut jeter les bases d'un nouveau monde, un autre monde, un monde qui n'est plus fondé sur les États, les nations, les souverainetés, mais qui se superpose, j'allais dire, au vieux monde. Au fond, vous savez, c'est la rhétorique du nouveau monde, comme Emmanuel Macron en parle. À l'époque, Jean Monnet et les autres rêvent d'un nouveau monde. Et pour fabriquer ce nouveau monde, il faut avoir des instruments pour le faire. Je crois d'ailleurs le plus clairement qu'il y a une formule magique qui permet de tout comprendre. C'est dans les années 60, les paroles du premier président de la Commission européenne, Walter Hallstein, qui est lui-même un ex-militant nazi. Philippe de Villiers en parlait déjà dans son livre sur j'ai tiré sur le fil du mensonge. J'en parle aussi parce que Walter Hallstein, dans les années 60, il prononce, je pense, une phrase cruciale devant le Parlement européen, une phrase absolument cruciale. Il dit « L'Europe n'a rien. En fait, l'Europe n'a pas de droit, elle n'a pas de pouvoir de coercition, elle n'a pas d'administration, elle n'a pas de police, elle n'a pas d'armée. » Et il ajoute « Elle n'a finalement que du droit pour elle. » Ça veut dire que vu que l'Europe, c'est une construction révolutionnaire, il n'y a rien en son sein, il n'y a rien qui existe pour qu'elle puisse avancer. Donc il faut fabriquer des règles, des normes, pour qu'elle puisse petit à petit étendre son emprise et son empire sur les États. Parce que c'est une révolution de toutes pièces. Quand on comprend cette phrase de Walter Hallstein sur le droit, sur la puissance du droit, ça modifie radicalement la façon dont on voit l'Europe. Je vais vite, mais il y a deux versions. Il y a la face lumineuse, la face héroïque, celle qu'on apprend dans les manuels, où on nous apprend que l'Europe c'est la paix, l'Europe c'est plus jamais ça, l'Europe ça va être la prospérité, avec l'Europe on sera mieux, sur le continent on vivra mieux ensemble, plus fort ensemble, comme on le dit des fois. Ça c'est la légende lumineuse et inscrite au frontispice des manuels. Ensuite on a, moi, ce que j'appelle souvent la légende noire. Et la légende lumineuse, c'est d'ailleurs l'incarnation, c'est Jürgen Habermas, philosophe qui vient de décéder il y a quelque temps et qui était le père officiel de l'Union européenne, le grand philosophe de l'Europe fédérale. Et la légende noire, pour moi, c'est la vérité en fait de la construction européenne. C'est que l'Europe, largement derrière ces jolies formules, c'est la construction d'un monde verrouillé, cadenassé par des petits hommes gris, des anonymes, qui sont en fait une technocratie, commençant dans le bureau de Jean Monnet en 1950, qui, eux, ont réellement mis les mains dans le cambouis pour fabriquer, année après année, ces verrous qui ont mis en place l'Union européenne. Je ne dis pas par là qu'ils rêvaient de la guerre plutôt que de la paix. Je ne suis pas en train de dire que c'est des hommes qui avaient une ambition aux antipodes de l'Europe de la paix. Mais par contre, la réalité, ce n'est pas une construction bienveillante en fait, avec les États, avec les gouvernements, avec les peuples. C'est la construction presque en laboratoire, dans des petites salles, avec des petites normes et des petits concepts qui ont été usinés à l'abri du regard politique, à l'abri même des politiques eux-mêmes, qui souvent n'ont même pas compris vraiment ce qui se passait. Ils ont laissé faire à Bruxelles, à Luxembourg, petit à petit. Et en fait, un jour, ils se sont réveillés en disant « Mais on n'a plus de pouvoir, comment ça se fait ?» Et comment est-ce que ce cambriolage a été réalisé? Comment est-ce que l'Europe a rapté le pouvoir des États? Par ces verrous juridiques qui ont commencé petit à petit, qui se sont fabriqués dans l'ombre, et un jour les gens se sont réveillés et se sont dit « mais ma souveraineté, elle est où? Mon pouvoir de décision, il est où ?» En matière d'immigration, en matière de commerce, en matière d'agriculture, il ne reste presque plus rien, les États sont démunis et regardent le maître bruxellois. Et moi, la thèse que je défends et que j'essaye de mettre de façon plus empiriquement en valeur, c'est d'expliquer que oui, il y a les politiques, oui, il y a la face émergée, oui, il y a la commission, tout ça,
Mais la réalité, c'est que vu que c'était une révolution, que cette révolution a été réalisée à l'écart des politiques, que pour le faire, il fallait inventer des cadenas, le plus intéressant n'est pas d'aller voir les grands politiques, vous savez, les grands visages, c'est d'aller voir qui sont les architectes qui ont conçu ces verrous et qui ont comme conséquence qu'en 2026, on se dit, mais cet empire fédéral, d'où il vient, qui l'a fait, comment est-ce qu'il a été construit. C'est cette vérité-là qui nous a amenés, à mon avis, dans la structure folle dans laquelle nous vivons, où on ne peut plus bouger une oreille sans attendre l'aval de la Commission. Et d'ailleurs, c'est également la raison pour laquelle les directives européennes, si vous placez du point de vue de l'Europe, du point de vue de Bruxelles, la moindre des directives vaut plus que la Constitution nationale, les lois nationales ou les règlements nationaux. Donc en fait, notre droit, et par-delà notre droit, notre régime, notre pays est inféodé et vassalisé parce que ces règles ont été conçues dans l'ombre par des gens dont on n'a presque jamais entendu parler, qui sont vous savez, les grands oubliés de l'histoire. On les célèbre de temps à autre, mais on ne les connaît que très peu. Et c'est des biographies que je révèle pièce par pièce. Il y a des Français, il y a des Allemands, mais la réalité, il faut le dire, c'est souvent des Français à certains postes, à la Commission, à Bruxelles, au Luxembourg, à la Cour de justice, et y compris dans à Paris, etc., qui ont conçu l'arsenal qui aujourd'hui a comme conséquence qu'on ne peut plus rien faire. Et on sent vraiment dans votre livre que vous faites la distinction entre ce peuple des élites et le vrai peuple, l'autre société. Vous expliquez notamment que cette technocratie, ces fabricateurs de lois créent presque une dynastie dans laquelle ils évoluent, un milieu de l'entre-soi. Ils se connaissent tous, ce sont des fonctionnaires qui se connaissent, qui se choisissent et ils pilotent complètement leur carrière à l'intérieur donc, des divers postes. 50 000 lobbyistes, 12 000 organisations. Ce sont les chiffres que vous donnez. Bruxelles, c'est la capitale mondiale du lobby. On est dans la... Alors, je crois qu'il y a 2-3 places qui sont à moitié en train qui lui tiennent un peu la dragée haute, mais fondamentalement, Bruxelles, c'est la capitale des lobbies, à tel point d'ailleurs qu'on peut faire il y a des tours opérateurs, vous savez, qui permettent de faire le tour des lobbies à Bruxelles pour aller voir tout ça. C'est une cité-État, en fait, dans lequel on a laissé croître les lobbies. Alors, c'est pas exactement les lobbies sont de cheville avec le monde juridique. Il faut bien comprendre que tout ça, c'est un univers de cabinets de conseil, de lobby, etc., qui a été conçu en parallèle des pouvoirs des juges. C'est un environnement, c'est un écosystème qui a eu comme conséquence de se forger à l'abri, à l'écart des peuples et du regard des politiques, parce qu'on a laissé croître un monde parallèle, un monde déconnecté. Et un monde, j'en dirais peut-être un mot, mais un monde aussi déconnecté pour des questions salariales. J'en parle rapidement dans le bouquin, mais on a aussi, je donne juste 2 chiffres qui sont des exemples. Mais quand vous êtes un commissaire européen à la retraite, vous pouvez toucher jusqu'à 10 à 11 000 euros par mois à vie. Ce qui veut dire que vous rajoutez ça aux rémunérations nationales qu'ils ont déjà eues par le passé, vous avez un écosystème à l'écart. Autre exemple, je le raconte aussi, un juge, je suis tombé de ma chaise, un juge à la Cour de justice de l'Union européenne, aujourd'hui, donc les fameux juges qui décident beaucoup, qui ont un pouvoir exorbitant, ces juges-là touchent jusqu'à 320 000 euros par an. D'accord ? Ça veut dire qu'ils gagnent, il faudrait prendre une calculette pour faire un ratio exact, mais un juge français qui bascule là-bas gagne 6, 7, 8, 9 fois ce qu'il gagnerait en France. Ce qui signifie, pour vous répondre, que vous parlez de dynastie. La dynastie que je dépeins, elle est presque logique parce qu'il y a à la fois le rêve européen qu'ils vivent tous les jours. Une fois que vous êtes aux ordres de l'Europe, vous êtes récompensé. Donc souvent, le directeur de cabinet de l'un devient juge à la suite de l'autre, l'assesseur de l'un devient assesseur de l'autre, puis juge à la suite du troisième, etc., premièrement. Et puis deuxièmement, quand vous rentrez dans cette caste, que vous gagnez 3, 4, 5, 8 fois plus qu'en France, quand en plus vous êtes certain après d'être recasé, vous n'avez strictement aucun intérêt de revenir chez vous, puisque par la force des choses, un retour à Paris égale un retour à un salaire bien plus faible, en plus sans avoir les ors et la reconnaissance bruxelloise qui est bien plus fastueuse et tranquille qu'une reconnaissance parisienne. Alors il y a plusieurs aspects pervers en fait à ce règne de la technostructure par le droit, et l'un d'entre eux, un exemple intéressant que vous citez, que permet ce pouvoir, sont les manœuvres politiques. Vous l'aviez déclaré en interview, en fait on peut imaginer qu'une partie des contenus des programmes politiques qui vont être présentés en 2027 par les différents candidats pourraient être bloqués par le pouvoir des juges. Parce que finalement, le Conseil constitutionnel finira par avoir le dernier mot. Donc on pourrait assister à un ballet de promesses purement électoralistes qui ne seront jamais suivis d'effets. Et donc, c'est tout un calcul politique qui s'articule avec ce droit, le droit central. Exactement. Je vais vous prendre juste, si vous le permettez, une biographie précise, que tout le monde comprenne.
parce que je pense que ça clarifie tout, et ensuite les promesses électorales en tant que telles. Premier exemple, parce qu'on me dit souvent, et le gouvernement des juges, c'est théorique, on n'y comprend rien, et puis vous savez, c'est populiste de dire ça. Je prends un exemple. Vous avez un saint homme, si on s'en tient à la légende lumineuse dont je parlais, un saint homme qui s'appelle Robert Lecourt. Robert Lecourt, c'est un classique des mouvements européens dans les années 50, un proche de Jean Monnet. Il est sur la photo de famille lorsque Jean Monnet crée le comité d'action des États-Unis d'Europe. Donc c'est un juge des premiers temps, d'accord, un Européen et un juriste de premier ordre. Pour tout un tas de raisons que je raconte dans le bouquin, De Gaulle n'en veut plus parce qu'il doit composer avec lui, et Robert Lecourt finit à la Cour de justice de l'Union européenne. À l'époque, la Cour de justice des communautés européennes, peu importe. Il est patron des juges européens. Et dans les années 60, il va militer, le mot est franchement juste, il va faire le nécessaire pour que les juges européens inventent le concept de primauté. La primauté permet littéralement au droit européen de dire, à l'Europe de dire que mon droit est supérieur au droit national, y compris aux constitutions. Donc vous voyez, l'impact est extrêmement puissant. Si aujourd'hui la Commission avance à bride abattue, si Ursula von der Leyen nous explique qu'elle peut prendre le lead, que ce soit dans le domaine médical hier pendant le Covid, ou aujourd'hui dans le domaine de la guerre en Ukraine, etc., c'est parce qu'on a inventé une primauté qui fait que l'Europe se dit « je suis supérieur aux États nationaux », en gros. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que je poursuis la biographie. Après avoir été le patron des juges européens, Robert Lecourt, il est devenu membre du Conseil constitutionnel, en France. Ça veut dire que l'homme de la primauté européenne se retrouve dans l'antre, le Conseil constitutionnel, qui devrait être le gardien de la Constitution française. C'est quand même pour le moins paradoxal qu'un europhile défenseur de la primauté européenne, qui était le prélat de la primauté européenne, se retrouve dans l'organe qui devrait défendre la primauté de la Constitution française envers et contre tout. Et là, on voit, vous voyez, les transformations progressives et les mutations à l'œuvre par le jeu des hommes qui passent d'abord en Europe pour revenir en France et pour œuvrer contre la France, mais pour l'Europe, alors qu'ils sont des juristes parmi les plus hautes instances. Il y a une perméabilité, il y a une porosité de ces réseaux, toujours en faveur de l'Europe. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, venons-en en promesse électorale, c'est qu'une fois que la primauté européenne a été gravée dans le marbre, ça veut dire que l'Europe, et d'ailleurs le Conseil d'État, les juges français l'admettent. L'Europe, aujourd'hui, considère, et c'est noté noir sur blanc, d'accord? Il n'y a pas de Jean-Claude Juncker, l'ancien patron de l'Europe, comme la Cour de justice disent la même chose, que l'état de droit européen, c'est le respect de l'intégralité des règles européennes. Ça veut dire les traités, Maastricht hier, Amsterdam, Lisbonne aujourd'hui, etc., mais aussi les directives, les règlements, les préconisations, etc. C'est-à-dire que l'arsenal européen, l'Europe est une production fabuleuse de règles. L'intégralité des règles de l'Europe, si vous ne le respectez pas, vous vous mettez en contravention par rapport à ce qu'on appelle l'état de droit. Ça veut dire que vous risquez des amendes, des sanctions et la mise au banc. D'accord? Ça veut dire qu'un État qui ose dire « je ne respecte pas ne serait-ce qu'un cheveu des règles de l'Europe » s'expose à des sanctions. Or, les juges français eux-mêmes ont somatisé la primauté. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on l'a vécu et on le vit tout le temps avec la loi sur l'immigration, par exemple, de Gérald Darmanin, et tout un tas de réformes dont on essaye de parler, on nous dit tout le temps, ces réformes sont contraires au droit français et au droit européen. Parce que le droit français lui-même a somatisé, a intégré les obligations européennes. Ce qui veut dire que ce qui est fabuleux, c'est un jeu de poupée russe. Lorsque un politique, je vous prends un exemple concret, parlons de 2027 une seconde, si vous le permettez. Gérald Darmanin nous dit environ toutes les 5 minutes maintenant, il faut un référendum sur l'immigration. Ça fait 6 mois qu'il en parle. Évidemment, on sort des municipales. Les présidentielles, c'est dans 1 an, à peu de choses près, à 1 an et 1 ou 2 mois, peu importe. Tout le monde va sortir du bois, tous. Ils vont nous dire, il faut un référendum sur l'immigration, sur l'agriculture, sur n'importe quoi, en fait. En disant, c'est merveilleux, le mot est à la mode, renverser la table. Mais le problème, c'est que celui qui veut renverser la table, il va devoir affronter la Cour de cassation, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour européenne des droits de l'homme et tout le reste. Ça s'appelle l'état de droit. Alors, soit Gérald Darmanin ou un autre nous explique que tout d'un coup, il est capable de faire une politique à la De Gaulle, c'est-à-dire de se foutre littéralement du politiquement correct et du juridiquement correct et d'affronter la meute. Je veux bien.
Mais ça signifie que soit c'est le plus gros des mensonges, parce qu'il sait parfaitement qu'on ne pourra rien faire, et qu'au contraire, il dira même, vous voyez, j'ai rien pu faire, on me l'a interdit, et ça lui permettra de valider une politique de l'inaction et l'immobilisme pendant des années. C'est ce que tous les politiques font depuis des années. Ou alors, effectivement, il sera devenu le Superman. J'ai quelques doutes de s'inventer, vous savez, Superman, je veux dire, après des années à l'intérieur du système. Mais soit effectivement, il est le Superman du régime français et il décide d'affronter la meute et de renverser la table, mais ça signifie que du jour au lendemain, il va devenir le paria de l'Europe, le paria de la caste qui lui-même l'a validé, le paria du système dont il prétend être depuis des années quand même un adorateur et un protecteur. Tous ces gens sont des européistes ou des europhiles. Moi, je suis désolé, soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Les deux à la fois et le tout en même temps, ça s'appelle le macronisme. On a vu le résultat. Je ne pense pas que ça n'a guère d'intérêt si on rêve de sortir un petit peu de sortir des décombres. C'est assez pessimiste, il vaut mieux éteindre sa télé dans ces cas-là, parce qu'on va y assister, c'est sûr. Enfin, on va être pris dans ces débats. Oui, alors on va être pris dans les débats, mais vous savez, l'intérêt de ce livre, j'espère, hein, c'est que je sais qu'on me le dit souvent d'ailleurs que c'est pas très optimiste et qu'on referme le livre avec un voile de tristesse. Alors oui et non. Pour moi, oui et non. Premièrement, parce que quand on replonge dans le gaullisme et dans la politique de la chaise vide de Gaulle, qui a, lui, résisté à Bruxelles une période, il n'est pas allé au bout, je suis d'accord. Pour tout un tas de raisons historiques aussi. Mais premièrement, il y avait un temps où le bras de fer, ça existait. Certains l'ont fait. Avec des résultats, certes, éphémères à l'époque, mais certains l'ont fait. Et d'autre part, j'ai aussi pris conscience d'une chose, moi-même, hein, en découvrant tous ces hommes, je me suis quand même rendu compte que, oui, on a, j'ai pas de mal à le dire, des traîtres à la France. Hein. Moi, je trouve qu'il y a des juristes qui ont fait le travail pour qu'on soit ligoté, et ils ont fait le travail en conscience contre la France et pour Bruxelles. Hein. Voilà. Ça, c'est la première chose. Il faut savoir, en fait, comment on l'a fait, qui a intérêt de le faire, quel cercle l'a fait, parce que ça, si on ne les identifie pas, on ne comprend rien. Deuxièmement, ça veut aussi dire que si la caste, si l'administration, voire même l'État profond est libéré de ce type d'idéologie, moi je pense qu'on a des vraies modalités d'action, elles sont déjà là, mais il faut les pratiquer, d'accord ? On n'ose pas le faire parce qu'on pense en fonction, vous savez, de l'ordre établi, donc on est un peu perdu. Et puis troisièmement, je ne vous cache pas, ce que j'ai aussi découvert, c'est qu'on a des modèles. Michel Debré a écrit des choses très intéressantes qui sont des armes de résistance. Le général de Gaulle l'a fait. Dans les années 80, on a encore 2-3 types qui ont vraiment réfléchi à des axes de résistance. Ça existe. Sauf que malheureusement, dans l'histoire, vous savez, c'est comme d'habitude, le vainqueur écrit l'histoire. L'Europe a tenté aussi de nous dire que tous ces gens étaient à reléguer aux oubliettes, et même lorsqu'on les respecte, parce que certains sont restés dans l'histoire quand même, on a un peu oublié leurs leçons et on les a passées sous le boisseau. Je prétends qu'il faut tirer ces leçons de l'histoire et pourquoi pas les appliquer. Ça changera avec ce qu'on fait depuis globalement le départ de Gaulle et les années 70, à peu de choses près. Les États, enfin les chefs d'État sont aussi architectes des décisions bruxelloises. On pourrait prendre un exemple avec le pacte migratoire qui a été adopté en 2024, mais qui était en construction donc, depuis 2014-2015 suite aux premières vagues migratoires qu'on avait vécues à ce moment-là. C'est un texte qui prévoit plusieurs choses, dont un mécanisme de solidarité obligatoire. Donc, soit les États acceptent les demandeurs d'asile, soit ils contribuent financièrement autour de 20 000 € par migrant refusé pour financer les pays en première ligne. Et quand on regarde la fabrication du texte, on s'aperçoit qu'il a été négocié donc, entre la Commission, les États membres, au Conseil de l'Union européenne et par le Parlement européen. Donc tout cela, très loin des débats publics nationaux. Les Français n'ont donné aucun mandat donc, pour ce pacte migratoire. Où se situe finalement la responsabilité démocratique dans tout ce processus ? Écoutez, moi-même, je ne savais pas, je ne connaissais pas cette histoire à ce point-là, j'admets. Malheureusement, on est mal informé, il faut réinformer. D'accord ? Je sais qu'il y a des fake news partout, mais il y a aussi il y a des véritables news dont on n'a pas envie de parler. Dans les premiers temps, le premier jour, quand Jean Monnet a lancé la construction européenne, il avait une obsession. Une obsession. C'était qu'il n'y ait pas de Parlement européen et surtout pas d'association des gouvernements nationaux à la chose européenne. Il rêvait d'un gouvernement technocratique, purement technocratique, avec des experts qui ne seraient jamais des délégués des États. Ça veut dire qu'il fallait un consortium d'experts qui ferait la politique européenne sans qu'il y ait ni validation, ni contrôle démocratique, ni qui que ce soit, qui puisse une seule seconde mettre son nez dans ses affaires. C'est-à-dire que son rêve, premier jour, c'était une technocratie brute. Et en fait, après, il y a eu quelques petits aménagements. On a créé un Parlement européen dont il ne voulait d'ailleurs pas, mais passons.
On a laissé ce monde technocratique croître de plus en plus. Ce qui veut dire, ça veut dire pourquoi. Alors là, je reviens pourquoi je dis ça et pourquoi je vais revenir au sujet. Parce que l'Union européenne n'est pas technocratique, là encore, par dérive. Quand les textes du type pacte asile et immigration, ce genre de textes sont discutés, ils sont discutés volontairement en vase clos, volontairement loin des États, volontairement loin des peuples, parce que ça arrange tout le monde. Ça constitue, là encore, l'application de l'ADN initial. Il faut faire tout ça loin des peuples, sans ratification, sans que ce soit approuvé. Je vous donne également un exemple qui nous ramène à la France. Avant de faire nos vrais maîtres, j'avais écrit un bouquin sur le référendum. Et quand on fait l'histoire des référendums sur l'Europe en France, alors il y a un référendum un peu à part dans les années 70 qui a eu lieu sous Pompidou, Georges Pompidou, qui voulait un référendum sur l'Europe. Mais ensuite, Maastricht en 92, comme en 2005, le référendum sur la Constitution européenne, comme les autres traités qui ont été ratifiés sans référendum, c'est parce que les présidents eux-mêmes, Jacques Chirac comme François Mitterrand, se sont fait arracher un référendum qu'ils ne voulaient pas. Ils n'ont jamais voulu de référendum. Ils voulaient que l'Europe continue sans jamais qu'il y ait de ratification par la vox populi. Ils n'en voulaient pas. Ça veut dire qu'à chaque fois que l'Europe a donné lieu, enfin, à une sorte de discussion publique, à une sorte de débat dans la rue, à des gens qui ont le droit de se demander quand même, vaguement, le peuple, mais qu'est-ce qui se trame là-bas ? C'est parce que le référendum a été arraché à des présidents qui se sont sentis obligés tout d'un coup d'en organiser un pour des motifs, vous savez, de sondages négatifs, d'opinion publique, de moments où c'était plus, comment dire, le moment ne permettait pas de passer en douce. Mais sinon, l'Europe serait passée à chaque fois sans ratification populaire, sans débat démocratique, sans grande consultation du peuple en général, parce que c'est l'ADN, encore une fois, de cette construction-là, qui s'est toujours faite, soi-disant, pour le bien de tous, sans jamais, en France du moins, poser la question aux premiers intéressés. D'après une analyse donc, qui est portée par le Courrier des stratèges, la gauche, en France, se sent portée d'une mission civilisatrice et devient... enfin ça c'est une analyse portée suite au municipal, et devient finalement un organe de gestion qui doit, pour s'agrandir, gérer de plus en plus le social, intervenir sur toujours plus d'aspects, toujours au nom de protéger les plus faibles. Et ça c'est intéressant parce qu'on pourrait peut-être résumer, vous allez me dire votre avis, un grand nombre de mesures aujourd'hui qui sont entreprises à l'idée qu'il faut protéger les gens, interdire les réseaux sociaux pour protéger les mineurs, accueillir les migrants pour les protéger de la précarité, etc. Est-ce que, contrairement à l'idée qu'il faudrait laisser certaines choses se faire, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que vous savez, il y a un édito que j'ai lu il y a quelques années, il me semble que c'était de Chantal Delsol, la philosophe, qui a écrit la chose suivante, alors je cite de mémoire, j'ai oublié, qui disait la chose suivante, qui disait la différence entre la droite et la gauche, c'est qu'un homme de gauche rêve de transformer le réel, alors qu'un homme de droite, sur le fond, il rêve déjà de le conserver, de le maintenir. C'est-à-dire qu'il ne s'imagine pas de grand lendemain. Alors, c'est un peu caricatural, mais je trouve que l'idée n'est pas idiote. De loin pas. C'est un résumé assez simple de la chose. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui veulent révolutionner, transformer, changer. Ceux qui se disent, si déjà on maintient l'existence, c'est pas mal. On a une obligation de transmettre. L'héritage, ça existe. La protection, c'est pas pour les chiens. Vous voyez, on doit quelque chose à ses pairs. Vous voyez, je suis désolé, je finis aussi avec... quelque chose qui m'avait beaucoup frappé, je crois que c'était dans l'ingratitude, il me semble que c'est j'ai oublié le titre, mais Alain Finkielkraut écrit qu'à un moment il s'est rendu compte, il dit la chose suivante, il dit « Suis-je autre chose à 90% que ce que j'ai appris de mes parents ?» C'est-à-dire qu'il se rend compte qu'il doit à la génération précédente, les parents en l'occurrence, mais pas que, nos pères à tous en quelque sorte, on leur doit quelque chose. Je crois que l'Europe rime un peu avec ce rêve de révolution où en fait l'Europe rêve de transformer, de changer les mentalités. J'ai découvert dans mon bouquin que l'un des mots-clés de tous ces hommes qui ont fabriqué l'Europe dans le dos, les hommes comme Robert Lecourt, un homme comme Maurice Lagrange, un ex-vichiste, pétainiste, rédacteur du Statut des Juifs, qui lui aussi était un grand révolutionnaire de l'Europe, tous ces gens parlaient de révolution, constamment. Il faut modifier presque le rapport que les gens entretiennent avec la politique. Il faut modifier la nature humaine. C'est un grand rêve millénariste, il y a quelque chose de révolutionnaire au fond d'eux. Et pour vous répondre clairement, je pense qu'aujourd'hui, l'Europe se rend compte que ces vieux rêves tournent au désastre, que l'Europe de la paix devient l'Europe de la guerre, que finalement son grand rêve filandreux est en train de lui filer entre les doigts. Et qu'est-ce qu'elle fait ?
elle rêve désormais de fermer le banc, c'est-à-dire de censurer, en tout cas de réguler les réseaux sociaux. C'est notamment le DSA de Thierry Breton, comment dire, de vouloir de plus en plus contrôler les armes d'une manière directe ou indirecte. Je pense aussi par exemple que l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans, on en parle, la législation sur le sujet, c'est également un problème. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'il faut que tout soit ouvert à tout le monde, mais la question du contrôle numérique fait partie de l'arsenal actuel. Pourquoi ? Parce que l'Europe se dit « j'ai pas réussi à révolutionner le monde », elle se rend compte que l'âme humaine n'a pas tant changé que ça, que les nationaux restent des nationaux, que les peuples ça existe, que les nations existent, et vu que les nations commencent un peu à ruer dans les brancards, que les populistes sortent un peu du bois et gueulent de partout, en Hongrie, en Pologne hier, en Italie, en France, etc., il y a quand même des gens qui commencent à râler sévèrement. Les peuples aussi. Je pense que l'Europe se dit désormais, on va révolutionner une dernière fois dans la révolution qui a raté. Quelle dernière révolution rêve-t-elle de mettre en place ? La révolution par la censure, c'est-à-dire on ferme le banc, on interdit tout. Je finirai juste en disant, et ça me frappe tout de même, la démocratie libérale, qui est le grand rêve de la société de l'ouverture. Vous savez, le grand prêtre de l'ouverture s'appelait Karl Popper. C'est lui qui a inventé le rêve de la société ouverte. Société ouverte qui fonctionne d'ailleurs avec le label de George Soros, l'Open Society, qui est cette société ouverte. Ça me frappe que les grands révolutionnaires de la société ouverte, de la démocratie libérale, deviennent aujourd'hui les grands tenants et les grands prélats de la société fermée. C'est-à-dire de fermer les consciences, fermer la liberté d'expression, fermer la liberté d'opinion. C'est quand même un sacré paradoxe que la société de l'ouverture ressemble de plus en plus, prenne le visage de la société fermée, voire même, pourquoi pas, d'une forme de totalitarisme relativement insidieux, mais sacrément visible par les temps qui courent. Merci beaucoup Ghislain Benessa d'avoir accepté notre invitation.